une pile de rochers reposent en paix au bord des églises. Fermée et attribuée à tout le monde, l'eau claire et le chemin, j'imagine, mènent probablement à un vieux puits abandonné dans lequel une jeune femme a été jetée, échappant à son destin, plus probable, plus haut que ce qu'elle pensait, balancée dans les eaux. De petits bois se mettèrent à flotter. Les ouvriers sur le côté, bâtissant une église, montrant à Dieu leur dévouement. C'est peut-être grâce à ça, grâce aux autres choses, que ma mère s'est précipitée et se répéta encore que la mer lui appartenait. Elle répétait encore à tout le monde, à Tom, mon jeune ami, que la mer lui appartenait, lui parlait. Aussi loin que je le pensais, elle me disait les choses. Je ne peux pas m'empêcher de la voir dès que j'ouvre les yeux le matin. Ou chaque chaussure, isolée dans une armoire, que je perçois grâce à l'odeur, la manière dont elles sont disposées. J'arrive à revoir ma mère, qui les rangeait, au pied du lit, auquel je m'enveloppais dedans. Des grincements stridents d'un arbre dehors, sur lequel derrière, à la cloison, apparaissait cet arbre. Derrière, à la cloison, apparaissait cet arbre. Puis, petit à petit, dehors, des craquements s'ébranlaient le long des remparts blancs de notre maison. Repartant avec le vent, des piles de vagues montèrent le long des roches, disparaissant par la suite et laissant devant lui un silence introverti, impuissant. L'entrée à 8h04 se faisait lorsque des sirènes apparaissaient. Le monsieur, l'homme en noir, capable de faire et de tout faire, prenait patience à rentrer dans l'église. Les banlieusards que je voyais tout autour de nous, habités dans des petites maisons blanches miteuses, pratiquaient des rituels de la magie noire. Une autre histoire, une autre époque. Cette proportion de la vie que je voyais à travers le chemin qui se précipitait vers l'église, une antiquité telle que la chapelle qu'il y avait au beau milieu du village, notre maison victorienne blanche, laissant transparaître à travers les rideaux un vent qui dansèrent avec la soie. Le défi était ancien, la maison était blanche. Comme tout introverti, je me déposèrent le matin, juste devant l'église, et avec les traits de mon visage, mon poignet contre la feuille, je redessinais les traits de la mer. Ma maison victorienne blanche qui m'attendait tout le long, fermement, je pouvais voir et entendre ce que faisait ma mère à l'intérieur. Appuyé contre un arbre, je regardais à travers la vitre de ma maison. Je regardais défiler la vie. À l'intérieur comme à l'extérieur, je voyais que tout autour de moi se déposait une légère nuée noire sur les vagues historiennes qui déposèrent une histoire dans la mer. Les vagues historiennes qui déposèrent une histoire dans la mer. Autour d'eux, je bénéficiais de plusieurs histoires différentes, celle de Poséidon et son trident, celle des sirènes qui apparaissaient le soir, le visage noir qu'elles nous lançaient, telles les roches toxiques et absurdes qu'il y avait autour d'elles. Modeste, mais fertile, la noirceur et la toxine qu'il y avait tout autour de nous, la noirceur et la toxine des roches qu'il y avait tout autour de nous. Fertile, mais précipitamment, je m'y suis précipité à l'intérieur. Marchant le long des vagues, le long du sable,
Découvrant un lundi 8 juillet 2013, un matin. Découvrant un lundi 8 juillet 2013, le matin, que le week-end était terminé, s'étirant sur plusieurs semaines, épuisant mes ressources, marchant jusqu'à l'église d'un soleil radieux le matin, les nuages assombrissaient la mer. La mer se retrouverait vraie et fertile, vivre comme quelqu'un de seul, si peu obscurisé, ou si peu dissimulé, tel un secret dans le genre humain, ressortant à travers une vidéo qui dans 7 jours nous dira que notre bonheur s'arrêtera. Ressortant à travers une vidéo qui dans 7 jours nous dira que notre bonheur s'arrêtera. Évidemment que tout le monde y a pensé. Culpabiliser, ne pas vous y remettre, penser aux conséquences, le week-end qui s'étira devant moi, 4 à 8 minutes avant que lorsque je ne pense à moi, je ne puisse me rendre compte que mes lèvres contre les siennes étaient déjà vides. Avide de souffrance, mes lèvres contre les siennes, je m'étais rendu compte que l'église était vide, que le linceul dans lequel portait un corps était rempli, que le cercueil était ouvert, que la défunte mariée en noir s'était approchée, pleurant les larmes de son corps, dévalant son visage et atterrissant le long de ses pommettes, ensuite de ses joues. Je l'ai vue arriver, un matin, devant le cercueil vide. Ce fut un soulagement pour moi, car la personne dans le cercueil n'était pas mienne. Je suis retourné dans la maison. 8h04 était-il ce matin-là. Pas que je ne sois particulièrement heureuse que la personne que j'ai vue mourir et se jeter de la falaise ne m'aime pas, mais vraiment envie d'être seule. Lorsque je suis rentré à Londres et que j'ai remarqué que tout autour de moi se portait une mer noire, reflétant le visage de la mer qui lui-même, à chaque fois que je le regardais, s'y prêtait à la vue de tous. Un parfait regard sur ma mer, un parfait regard sur l'horizon. Ma maison favorite, blanche, aux ailes, noires, le corbeau qui s'y posait chaque fois, qui me regardait, qui jetait un cri à travers l'écho des falaises. Ma maison favorite blanche, à travers lesquelles je pouvais voir les rideaux danser à la fenêtre, avec le vent et avec l'air de l'extérieur. Prête à irradier tout ce que je voyais, je marchais sur les sentiers, au travers des arbres. Une quinzaine de jours plus tard, il me semble avoir vu une chapelle sur laquelle s'y trouvait le Christ avec son Fils. Les autres maisons qui longtemps sur le chemin, les autres maisons qui longtemps sur le sommet demeuraient vives et victoriennes, moyennes et semblables à la mienne. Les 6 maisons qu'il y avait autour de la mienne, jusqu'à hauteur d'un grillage, j'ai cru comprendre que autour de ce que je voyais, les rideaux flottèrent dans le vent. Dans la chambre première, il y avait un lit posé contre l'arrière de la fenêtre. L'arrière de la fenêtre face au lit, le matelas enfoncé, je pouvais voir la trace des personnes qui y étaient restées. La 6e maison sur la gauche près de la mienne était enfoncée dans le sol. Elle s'enfonçait. Je sais que ce n'était pas de la peinture blanche, ni même des briques qui ont été peintes d'une même couleur, mais je regardais les salles à l'intérieur. Et allant m'asseoir à l'intérieur de cette maison. Regardant par le balcon, j'ai pu apprivoiser un corbeau, venant vers moi, me regardant, fixer l'horizon, le vent qui passait à travers mes cheveux, apprivoisant ce que je portais sur moi, mes vêtements, le tissu qui frottèrent mon torse, qui frottèrent mes mains, qui frottèrent mes bras. Le tissu qui frottèrent mes bras, mes mains, mon torse, apprivoisant le tissu et le vent qui passait dans mes cheveux. Je me jetèrent à la fenêtre, je passèrent ma main en dehors, j'ouvris la fenêtre et je baissèrent les rideaux vers le bas. Je les laissèrent sur les côtés. Inutile d'apprivoiser le vent
car le vent rentrait dans la pièce. Je me sentais seul. Ma mère avait sauté par le balcon, avait quitté le phare, et du numéro 13 de la maison qu'il y avait à côté de la mienne. Je me sentais seul. Chaque jour, lorsque j'ouvrais la fenêtre de ma maison favorite, presque détaillée, je pouvais voir les briques blanches et les rideaux s'ouvrir, qui dansèrent avec le vent. Chaque jour où je ressentais et où je ressemblais à ce qu'il y avait à l'extérieur, je marchais jusqu'à la colline et je pouvais apercevoir ma mère sauter. C'était terrifiant, accablant. J'en avais peur. Je voyais qu'elle Jason, la personne qui m'avait accompagné, était un mécanicien qui travaillait dans un endroit seul et délabré. Ce mécanicien, Jason, qui m'avait accompagné, lui, travaillait dans un endroit seul, délabré de tous, un garage dans lequel s'y trouvaient des voitures anciennes et des voitures nouvelles. Certaines voitures étaient des carcasses récupérées par la mer, des carcasses qui avaient été englouties, des visages de la mer, du phare blanc qu'il y avait attaché à cette maison, le phare blanc qu'il y avait attaché à cette maison, le cadre des fenêtres qu'il y avait tout au-dessus, la fenêtre de l'ampoule qu'il y avait posée sur la table, la fenêtre de l'ampoule qu'il y avait posée sur la table, réfléchissait à travers la lumière de la nuit. À travers la lumière de la nuit, cette ampoule posée sur la table, face à la fenêtre, on pouvait y voir le phare à l'intérieur de cette fenêtre. À l'intérieur de ce phare, régulièrement, il passait une lumière blanche qui éclairait la noirceur de cet océan juste devant lequel je voyais ma mère sauter. Apprivoisant l'océan, j'ai pu voir son visage se figer, tel un arbre sec devant mon visage. Je tournais les pages d'un livre, et de plus en plus, je me rapprochais des illusions qu'elle voyait elle-même. Elle voyait elle-même des illusions. De plus en plus, je m'en rapprochais. C'était comme une échographie dans laquelle on pouvait voir un enfant pas tout à fait net. Comme le dessin ou le paragraphe d'un livre à travers lequel on peut décrypter quelque chose. Comme le dessin d'un enfant à travers lequel on n'y voit pas réellement ce que ça produit, mais on peut y décrypter quelque chose. Angoissé par la pression qu'il y avait autour de moi, j'y décryptais dans les dessins d'enfants que je voyais sur la rue, traîner dans les rivages, dans les rigoles. Je prenais ces dessins à main nue que je reprenais ensuite chez moi. J'y décryptais des messages, mais par la pression et l'angoisse, je me sentais comme isolé dans un endroit qui n'était pas le mien. Un paragraphe de livre dans lequel je pouvais enfin m'y répandre, je pouvais enfin me sentir en sécurité. Un train qui passait juste devant, mais qui se sentait seul. Les wagons étaient vides. À l'intérieur des wagons, je pouvais voir plusieurs personnes qui ne réagissaient pas à ma présence. Je me sentais comme seul, à souffrir d'une solitude infinie, dans lequel je pouvais voir que sur le pont qui traversait l'océan juste au-dessus de la mer, il passait un train tous les jours, qui ensuite, simplement, par l'obscurité que je puisse apercevoir, s'était étalé comme toujours, un obscur nuage qui passèrent devant les wagons du train. Devant les wagons du train, un nouveau nuage passèrent et assombrissait l'entrée du train par rapport au fleuve qu'il y avait en dessous, s'étalant sur la mer, comme d'une vaste ville dans laquelle je vivais, et je priais tous les jours pour que ma mère ne saute plus, et pour que je ne la voie plus sauter pendant des dizaines d'heures, à atterrir dans l'océan et à s'offrir à l'océan. Et à atterrir le soir dans la mer. Je pouvais la voir, s'offrir à l'océan. Franchement, je n'étais pas pressé de la revoir une nouvelle fois, car je savais que j'étais angoissé, que j'avais peur, que l'irréel transformait le réel en quelque chose que je ne pouvais sentir autour de moi. Tout ce qui était citoyen, tout ce qui était les personnes qui m'entouraient, tous les citoyens, tout ce qui était contemporain, les maisons blanches, la fatigue que je ressentais. Toujours, comme tous les jours, les invités venaient en masse dans ma maison. Le matin, le seul espace seul où je pouvais m'y rendre, c'était le cercueil de ma mère, sur lequel était posée une rose blanche.
Une rose blanche y était posée, et tout à mon instant, je m'y suis reposé. Sur le lit de mort de ma mère, j'y ai remarqué un espace ténébreux, sur lequel, sans vie, sans vraiment aller chez elle, je me sentais chez moi. Mais c'est dans des espaces ténébreux comme ceux-ci que j'ai remarqué que de minuscules particules de chambre pouvaient faire allusion à quelque chose de gigantesque. Les minuscules particules de la chambre dans laquelle je me trouvais, le lit contre la fenêtre, le cercueil juste devant moi, la rose sur le bois, appartenaient à quelque chose d'immense. Pourtant l'endroit dans lequel je me trouvais était minuscule, une chambre dans laquelle il y avait un cercueil, un grand lit, une baie vitrée, ouverte à l'océan, à travers laquelle je pouvais voir le phare la nuit. Je m'y voyais souvent passer mes nuits, mes jours, à regarder le matin le phare qui s'était éteint mais qui tournait toujours. Les rideaux étaient blancs et s'ouvraient souvent le matin. Au rez-de-chaussée, il y avait un second lit, sur lequel je n'étais jamais allé. Ces derniers, peu à peu, m'ont accompagné dans la maison. Ils ont passé des jours et des jours à me regarder dormir. J'ai vu des hommes autour de moi, dans une petite pièce, dans une salle de bain. J'ai remarqué que j'ai pu dormir, que quelqu'un s'y était fait baptiser, que moi-même j'y avais dormi. J'avais remarqué que dans cette petite pièce, y était laissé un cadavre dont la peau était noire, recouverte d'humidité et de champignons. Je pouvais voir qu'elle sentait l'humidité. Je pouvais la voir périr et dépérir encore et encore devant mes yeux. C'était un cauchemar, j'avais l'impression de revoir ma mère. Je préférais encore revoir ma mère sauter de cet étage, et encore voir ma mère sauter de l'étage duquel elle a sauté. Le phare qui éclairait son corps qui flottait dans l'océan. Il n'était toujours pas réapparu. Elle était seule dans l'océan. La voilà que j'y pensais encore à elle. Retournée vers ses propres avant-gardes, elle était dans l'océan. Face à la mer, je me retrouvais dans la maison. Je ne pouvais plus me détourner de Dieu. Il avait décemment choisi où aller, que faire de moi, et les portes coulissantes de l'église étaient entr'ouvertes. La cuisine, dans laquelle je baignais le sang, dans laquelle je rapportais les portes coulissantes de l'église, dans laquelle je rapportais ensuite le sang qui baignait dans l'eau, le sang d'un poisson que j'avais éventré avec un couteau. Celui-ci reposait dans le sang, dans l'eau que j'avais fait couler dans l'évier. Ensuite, est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle m'entendait? Est-ce qu'elle me voyait vider ce poisson par la fenêtre, tenant un couteau fermement par la main? Tout en faisant la vaisselle, j'entendais qu'il y avait autour de moi de nombreux bruits, tels les corbeaux qui atterrissaient en face des ténèbres, qui m'envahissaient. Fermement, je tenais ce couteau, les yeux dans les yeux, je regardais et je délaissais la mer en face de moi. Les ténèbres qui envahissaient l'église, recouverts de blanc et de parois blanches, les corbeaux qui arrivaient en haut de la croix, qui s'y formaient un nid et qui à deux jonchèrent l'entièreté du repos de la mer juste devant mes yeux. Je jonchais les murs tout en regardant le repos de la mer. J'atterrissais jusqu'à la fenêtre et je laissais s'entr'ouvrir mes yeux. Je laissais s'entr'ouvrir mes yeux tout en fermant la fenêtre derrière moi. Je suis reparti, me détournant des ténèbres qui m'envahissaient. J'ai eu quelque chose à dire. J'ai été me recueillir dans cet endroit dans lequel il y avait le cadavre noir recouvert de moisissures. Je craignais le pire et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier toute chose et quelque chose a commencé à me parler. Quelque chose a commencé à me parler. Je craignais le pire, j'ai commencé à crier et à prier à côté de ce cadavre. J'ai prié des choses que je ne pensais pas. J'ai crié et hurlé des choses qui étaient en rapport avec ma mère. Je me souvenais des visions d'hier qu'elle voyait encore, la manière dont je la voyais, dont je lui parlais. Non pas seulement qu'elle soit avec moi ou seule, mais maintenant je sais qu'elle a sauté pour une bonne raison. Ne restait plus qu'à trouver laquelle. Il ne me restait plus qu'à trouver laquelle. Je suis allé souvent à l'église pour pouvoir me délaisser de ce que j'avais vu. Il ne restait plus qu'à trouver la réponse à pourquoi elle avait sauté. Est-ce que l'océan était les ténèbres?
l'avait-elle enfoui sous une vague